Voilà, donc on va démarrer la séance suivante. Je suis désolée, on va quitter l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça va être un peu différent. Et cette séance s'intitule donc Rêver et continuer d'habiter la Terre. Et c'est vrai qu'on a entendu parler dès ce matin du rapport non seulement à la Terre, mais à tout le vivant. Et peut-être que là, on va s'interroger à la manière d'occidentaux, les occidentaux que nous sommes. Et pour cette séance, on est ravis d'accueillir. Alors, à ma droite, j'ai Catherine Larère et Raphaël Larère. Donc, Catherine Larère est professeure émérite à l'Université de Paris 1. Et elle a beaucoup contribué au déploiement du champ de l'éthique et de la philosophie environnementale. Quant à Raphaël Larère, il est entre autres ingénieur et sociologue. Il a œuvré parmi les instituts où il a œuvré à l'INRA. Et il a aussi largement apporté à la réflexion sur l'éthique environnementale. Et ensemble, Catherine et Raphaël Larère ont publié bon nombre d'ouvrages que vous retrouverez sur les tables du foyer. Donc je vous encourage à y aller, si vous n'y êtes pas déjà allé. Je vais simplement citer deux ouvrages parmi les nombreux ouvrages que vous y trouverez. Il y a celui de 2009 du bon usage de la nature pour une philosophie de l'environnement. Et très récemment, tout récemment, il est également sur les tables, Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste. Voilà, et là je me tourne vers notre troisième invité de ce matin, qu'on est très très heureux d'accueillir, Michel Fouché, qui est géographe, diplomate, essayiste et titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales depuis 2013. Donc Michel Fouché a commis un certain nombre d'ouvrages, et je ne vais pas tous les citer ici, mais vous en trouverez au moins deux sur les tables du foyer. Je voudrais citer Le Retour des frontières, qui a été publié en 2020, et enfin son dernier ouvrage, Arpenter le monde, mémoire d'un géographe politique, est paru chez Lafon il y a quelques mois. Et Michel Fouché nous offre une réflexion stimulante, d'une part sur la nécessité des frontières, mais peut-être plus encore sur notre destinée d'être, je veux dire au sens d'être humain, d'être géographique. Alors tout à l'heure, il a été question de la cartographie sur les corps, donc on va reparler de cartographie un peu différemment. Et bien sûr, ces réflexions géographiques prennent un relief particulier dans le contexte pandémique que nous connaissons maintenant depuis plus de 18 mois. Habiter la Terre, rêver et continuer d'habiter la Terre, peut-être qu'il faut reprendre l'étymologie très rapidement d'habiter. Ça veut dire résider, mais aussi avoir, au sens de posséder, le fait d'habiter. Et peut-être qu'on a longtemps confondu résider et posséder. Peut-être que la confusion est allée un peu loin. On a aujourd'hui un discours qui peut parfois être qualifié de catastrophiste sur l'écologie. On a également un discours libéral et utopiste sur la disparition des frontières. Et on pourrait se demander si finalement ces deux discours ne renvoient pas au même mouvement, qui est celui d'un homme avec un grand H qui n'a plus connu ou qui ne connaît plus les limites de son habitation sur la Terre. Puis pour certains, l'habitation ne se limite pas à notre Terre, il y a d'autres espaces peut-être à aller habiter. Donc on va ensemble, avec nos trois intervenants, je vais leur poser une série de questions auxquelles ils vont répondre, et puis après, bien sûr, il y aura un échange avec la salle. Et peut-être, première salve de questions, des questions qui partent du constat suivant. Peut-être qu'on peut simplement... Ça, c'est quand on est en géographie, on commence toujours par un constat normalement, non ? Il me semble, dans les vieux souvenirs. Donc, on commence par le constat. Comment habitons-nous ou comment habitions-nous ? On va voir notre Terre. Donc, on peut s'interroger aussi sur nos mythes et nos récits occidentaux. Et là, je vais me tourner vers Catherine et Raphaël Larère, et peut-être plus particulièrement vers Catherine. Quelle terre habitons-nous ? Est-ce que vous pouvez revenir ici pour nous, pour le public, sur la notion de l'ère anthropocène, afin de nous montrer ce qu'elle signifie et quelle conception de notre habitation de la Terre la notion de l'anthropocène revêt. Alors la notion d'anthropocène, qui est une notion construite sur deux racines grecques, anthropos, l'homme, scène qui est un suffixe qui désigne une époque.
Et donc, elle a été proposée en l'an 2000 par deux scientifiques, dont un prix Nobel, Paul Crutzen, avec l'idée que dans la succession des ères géologiques qui caractérisent l'époque quaternaire, qui était jusqu'à présent le Pléistocène, puis l'Holocène datant de 12 000 ans et correspondant à peu près au moment, au passage pour les humains du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire au début de l'agriculture. Eh bien, qu'à ces deux grandes époques, alors que le Pléistocène fait plusieurs millions d'années, à ces deux grandes époques, il fallait en rajouter une troisième, appelée donc Anthropocène. Pourquoi donc qualifiait-on une ère géologique du nom d'ère des humains? Parce que considérait Crutzen et un ensemble de scientifiques, l'impact des actions humaines sur Terre était tel qu'il était capable de perturber l'ensemble du système Terre. Donc, ce qu'on proposait comme nouvelle ère, c'était le moment où la très longue histoire géologique de la Terre rencontrait, se mélangeait avec la très courte histoire humaine. Et c'est donc ce mélange d'humain et de terrestre qu'on voulait désigner du nom d'Anthropocène. Alors la proposition a été faite, il y a eu des articles publiés dans des revues à comité de lecture, dans Nature. La Société internationale de géologie a été saisie, c'est elle qui décide du nom des aires. Elle ne s'est pas encore décidée parce que les sociétés internationales scientifiques prennent leur temps, qu'elles nomment des commissions, qu'on fait des rapports, qu'on fait de nouveaux rapports. Bon, donc il n'y a pas eu de décision prise. Mais le terme a eu énormément de succès, en particulier en sciences humaines, mais aussi auprès des scientifiques des sciences dures, comme on dit. Et c'est devenu une appellation, même si elle n'est pas scientifiquement validée, pour désigner quoi? Et par rapport à l'habitation de la Terre, pour désigner ce moment où, d'une part, il n'y a plus de région du globe qui échappe à la présence humaine, mais ça on peut dire que c'est très ancien, mais où surtout la présence humaine, l'impact du seul poids des humains, de leur poids démographique, mais surtout des transformations techniques que ces actions humaines ont entraînées sur la Terre, a profondément modifié les conditions d'habitabilité de la Terre. Et on a tous pu Alors, c'est quoi ces impacts humains? C'est beaucoup le changement climatique, ou plutôt le dérèglement climatique, augmentation des températures, multiplication des événements extrêmes, que ce soit des inondations, des sécheresses, facilitant aussi les épidémies ou les pandémies. Mais c'est aussi d'autres éléments, et en particulier ce qu'on désigne comme érosion de la biodiversité, c'est-à-dire pas seulement disparition des espèces, mais diminution des populations d'espèces dont la viabilité est en cause, que les conditions d'habitabilité de la Terre sont en cause. Quand ça devient trop chaud, ou quand, pour un certain nombre d'îles du sud du Pacifique et peut-être vers la Papouasie dont on parlait tout à l'heure, il y a une montée du niveau des mers qui fait qu'elles ne sont plus habitables, ou elles sont salinisées à un point qui rend leur habitation habituelle difficile. Donc voilà, est-ce que la Terre est encore habitable? Alors, j'ajouterai quelque chose sur l'habitabilité, et qui renvoie aussi à notre époque, mais aussi à des époques bien antérieures. On a un petit peu tendance, et nous autres occidentaux, à penser que quand on parle d'habiter ou de résider, eh bien, il n'est d'habitation que stable. Être nomade, c'est aussi une façon d'habiter la Terre, non seulement pour des populations soit dans des temps reculés, soit dans des lieux reculés qui ne sont pas sédentarisés,
Mais c'est aussi, et nous le voyons, ce qui redevient le statut d'un partie de plus en plus importante des populations, d'un nombre croissant de gens qui sont dans des formes de migration et de nomadisme. Merci beaucoup. Pour prolonger la réflexion, je me tourne vers Michel Fouché et je voudrais vous demander, c'est vrai que ce matin on a parlé d'imaginaire et de rapport au monde qui sont assez différents des nôtres. Et donc, en tant que géographe, je voudrais vous demander et vous interroger sur nos imaginaires, nos représentations du monde qui passent aussi par la cartographie. On a vu ce matin la cartographie sur le corps des aborigènes, mais nous, quel est notre rapport à la cartographie ? Nous, le constat, c'est que tous les humains qui habitent la Terre la parcourent et la nomment. Et la cartographie quand c'est possible. Simplement, les représentations cartographiques, imaginaires, mythiques, varient d'un pays à l'autre. Je vais prendre des exemples extrêmement ordinaires. Comment dit-on France en chinois ? Fa Kuo. Le pays de la loi, sauf que le fa, qui veut dire la loi, veut aussi, est d'abord phonétique. Les États-Unis en chinois, c'est Mei Guo. Mei, le beau pays, mais en fait, Mei, c'est Amérique. Vous voyez, en allemand, comment dit-on la France ? Le royaume des Francs. C'est surprenant, puisque nous sommes des Gallo-Romains dans notre conflit avec l'Allemagne, selon Jules Michelet. Donc les représentations des humains sont extraordinairement variables et contradictoires. Je ne parle pas de Israël, Palestine, Judée, Samarie. Quand il y a conflit, chacun vient avec son arsenal sémantique. Mais il y a des catégories, des découpages qui paraissent immuables, durables, comme si c'était des données naturelles. Donc ce sont des constructions, mais qui apparaissent aujourd'hui comme des données naturelles. Alors la Terre, le géographe dira, vu de Mars, qu'elle est à 71% maritime. Donc le premier découpage de la Terre, ce sont les océans. Alors je vous pose une question, combien y a-t-il d'océans ? Ça varie selon les manuels scolaires des différents États et selon les périodes. 3, 5 si on ajoute les 2 océans polaires, 7 si on distingue Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud, de plus en plus. Ce sont des divisions qui ont été établies en gros au XIXe siècle, entre 1848 et 1928, pour les besoins du droit maritime international. L'océan austral n'est toujours pas défini. Il n'y a pas d'accord pour sa définition, disons qu'il y a la limite du 60e parallèle sud. Et aujourd'hui, avec les préoccupations de l'Anthropocène, on revient à l'idée d'un océan unique pour les océanographes. Pourquoi ? Parce que les étendues maritimes sont reliées entre elles par des courants très profonds, on excepte évidemment les mers intérieures. Combien y a-t-il de continents ? Combien y a-t-il de continents ? Je vous pose la question. 2, l'Ancien et le Nouveau Monde. 3, le monde a été divisé, en tout cas dans notre partie du monde, autour de la Méditerranée, en 3 parties. Le monde était ternaire, en gros jusqu'en 1492, ou plus exactement jusqu'en 1507, c'est-à-dire le moment où on a inscrit pour la première fois le mot « America » sur une carte, à Saint-Dié-des-Vosges. Pour la France, il y a en gros 5 parties du monde. On ne considère pas que l'Antarctique est un continent en tant que tel. Dans la géographie britannique, il y a 7 continents avec les 2 Amériques. Du point de vue de la Chine aujourd'hui, Europe et Asie forment un seul continent. C'est là où se déploient les routes de la soie. Le monde ternaire, c'est la tradition biblique. Les 3 fils de Noé, qui se transforment en les 3 mages de l'évangile de Saint Matthieu. Et puis ça va s'adapter, et le 3e mage, il sera noir. À un moment, lorsqu'il y aura évidemment la découverte de l'Afrique. Ce sont les rites religieux qui, dans notre partie du monde, ont représenté le monde. Un monde imaginaire, mais conforme aux Écritures, avec une cartographie où le paradis est en haut, et non pas l'Est est en haut, si vous voulez, et Jérusalem est au centre du monde.
Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des constructions. Elles sont tout aussi valables que des données, je dirais, naturelles. Alors, le mot continent induit, c'est un terme qui vient de Strabon, géographe de l'Empire romain, la continuité, continens, ce qui est lié. Et il y a toujours eu un doute, en gros jusqu'au XIXe siècle, pour savoir si on devait découper le monde terrestre en parties du monde ou en continent. En fait, c'est à partir des grandes colonisations qu'on parle de continent. Le mot Europe lui-même, il est ancien, c'est un terme phénicien qui veut dire en fait le couchant. Comme Maghreb, c'est le même terme. Maghreb, c'est l'Occident. L'Occident, c'est le couchant par rapport à l'Orient. Et donc l'astronomie. Mais pendant longtemps, on ne parlait pas d'Europe, on parlait de chrétienté. Et c'est lorsque les Ottomans prennent Constantinople qu'un pape à Rome, Pie II, s'adresse aux princes chrétiens querelleurs en disant « Arrêtez de vous quereller, vous êtes tous Européens, vous avez un adversaire à Constantinople qui vient, en quelque sorte, de prendre le pouvoir. » Donc vous voyez, tout ceci, ce sont des constructions, mais quand je dis construction, je ne veux pas dire que c'est artificiel. Ça correspond à une inscription historique extrêmement profonde. Et ce sont des notions qui sont susceptibles de variation. Est-ce que l'Égypte est africaine? Est-ce qu'Israël est un pays d'Asie? Aux Nations Unies, Israël, c'est dans le groupe Asie, mais pas dans le système du football européen. Israël fait partie, comme l'Azerbaïdjan, des clubs de foot européens. Vous voyez? Donc, ce sont des découpages fonctionnels qui obéissent à une préoccupation particulière, mais qu'il ne faut pas essentialiser ou naturaliser. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette dimension transformative du rapport au monde. Alors, peut-être une deuxième série de questions, toujours pour s'intéresser à continuer à habiter la Terre. Une question sur un terme qu'on entend beaucoup maintenant, c'est celui de l'effondrement. Vous avez parlé tout à l'heure de la question, vous l'avez déjà abordé avec la question de nommer cette ère anthropocène, ce rapport entre l'homme et la Terre. Et dans votre dernier ouvrage, vous présentez tous les deux, dans leurs grandes lignes, l'évolution justement du discours catastrophiste. Et je voulais savoir si, peut-être, commencerez-vous, Raphaël Larère, voilà, de nous expliquer un petit peu, de nous redonner la chronologie des discours catastrophistes pour qu'on puisse se repérer un peu là-dedans. D'accord. Alors, je vais parler des discours catastrophistes, non pas des discours religieux précédents, mais des discours catastrophistes que l'on retrouve dans des discours rationnels, disons. Alors, il y a d'abord un premier discours catastrophiste qui est un discours d'un catastrophisme pédagogique, je dirais. C'était, alors, vous le retrouverez dans toute la littérature forestière du XIXe siècle. Alors que ce soit dans les thèses, les forestiers aimaient beaucoup passer des thèses de juristes à l'époque, dans les thèses de juristes ou dans les numéros de la revue forestière française. Et ils insistent énormément, leur thèse, c'est celle des bienfaits de la forêt et des méfaits du déboisement. La forêt est toujours un trésor de bienfaits. Elle améliore le climat, elle améliore les mœurs, elle lutte contre l'érosion, elle empêche les inondations, etc. Et par contre, les populations rurales, qui sont quand même, alors surtout depuis la Révolution, bon, qui font à peu près ce qu'elles veulent, sont hostiles à la forêt. Ils conduisent des bêtes, ce qui est mauvais pour la régénération des massifs, et les détruisent. Et donc, on en arrive effectivement à un déboisement. Et alors, pour montrer que... Alors, si vous voulez, le déboisement, à cette époque, au XIXe siècle, très difficile de le voir. C'est un processus très lent. Une fois qu'on a déboisé... Alors, c'est vrai que quand on a déboisé un versant, on va retrouver des griffes d'érosion, et de l'érosion et des inondations après, et des griffes et des boues torrentielles. Mais c'est aussi un processus très long. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont précipiter ce processus qui fait que, dans tout leur discours, il suffit de donner un coup de hache pour qu'il y ait une inondation dans la plaine. Et on a vraiment des procédures rhétoriques pour
développer une véritable emphase, si vous voulez, des catastrophes qui nous attendent parce que l'on va déboiser. Si l'on continue, on sera comme dans la planète Mars, c'est-à-dire il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'hommes verts. Hein, donc voilà. Donc c'était ce discours. Deuxième discours catastrophiste, c'est celui que nous avons longuement discuté avec Jean-Pierre Dupuy, qui est, je dirais, un discours catastrophiste méthodologique. L'idée, en fait, de Jean-Pierre Dupuy, mais qui reprend l'idée, à Hans Jonas et à Gunther Anders, c'est si l'on reprend l'ensemble, si on prend l'ensemble des scénarios d'évolution possibles, il est nécessaire de privilégier le scénario du pire, parce que pour tous les autres scénarios, on a, je dirais, un raisonnement de type coût-avantage pour savoir lequel on préférerait, mais là, on peut pas utiliser le coût-avantage. C'est tellement terrible, hein, une catastrophe totale, c'est tellement terrifiant qu'il faut l'éviter à tout prix. Et donc, on privilégie le scénario du pire, on annonce la catastrophe pour que tout le monde s'engage à l'éviter. Et en fait, d'une certaine façon, Jean-Pierre Dupuy réfléchit essentiellement sur la dissuasion nucléaire, hein, à l'époque où il a écrit le catastrophisme éclairé. Et il y reviendra plusieurs fois après. La collapsologie, alors qui est le nouveau catastrophisme, c'est autre chose. Ce n'est pas prédire la catastrophe pour éviter qu'elle arrive, mais c'est de dire la catastrophe, elle est là, elle est inévitable. On ne peut rien faire contre parce que il va y avoir un effondrement. La thèse étant que tout système complexe, social complexe, est destiné à s'effondrer un jour ou l'autre sous la moindre perturbation, qu'elle soit interne ou qu'elle vienne de l'extérieur. C'est la thèse profonde et c'est, d'une certaine façon, c'est notre destin. Hein. Alors on a, à côté du catastrophisme méthodologique de Dupuy, du catastrophisme éclairé, qui est, je vous dis la catastrophe, pour qu'on puisse l'éviter, mais c'est parce que la catastrophe est impossible, c'est possible. Il est possible qu'elle arrive, je la privilégie pour qu'on puisse l'éviter. Les autres, c'est pas impossible, c'est la catastrophe, c'est notre destin. C'est un effondrement global où on ne trouvera plus, de par le monde, de quoi manger, de quoi se soigner, de quoi, etc., avec une diminution très forte de la densité de population, et puis l'éventuelle possibilité de retrouver une société, mais en petite société autonome, diverses, séparées les unes des autres. Donc, c'est trois catastrophismes très différents. Je dois avouer que, alors, autant donner ce que nous pensons que le système est, enfin, la situation est très grave. Nous vivons dans un monde vraiment très abîmé, mais il va y avoir des catastrophes. Mais il n'y aura pas une catastrophe globale. Il va y avoir une catastrophe et que, essentiellement, de même d'ailleurs que l'Anthropocène, essentiellement, les collapsologues ne tiennent pas compte de la diversité du monde. Et que, les uns vont trinquer très vite, d'autres plus lentement, et ça sera variable selon les lieux géographiques, mais selon aussi la situation sociale des gens qui vivent là.
Oui, je vais peut-être rajouter un exemple, enfin, pour faire saisir ce dernier type d'anticipation d'une catastrophe inévitable, qui est la collapsologie, du terme collapsus en latin, ça veut dire effondrement, et en anglais aussi. Et il y a eu un livre très connu d'un... Je ne sais pas ce qu'il est au départ, mais bon, il est un petit peu polyvalent. Jared Diamond, qui s'appelait Effondrement, et qui montrait comment des sociétés avaient été confrontées à leur propre effondrement. Et de là, la collapsologie passe à l'idée d'un effondrement global qui frappera le système entier. Et effectivement, l'anthropocène, c'est dire l'unité aussi du système Terre. Et donc, pour prendre un exemple, la pandémie, on a pu montrer que la pandémie, c'est ces effets systémiques auxquels les collapsologues font référence. D'une part, bon, c'est une pandémie, c'est-à-dire c'est une maladie qui est pour l'ensemble du globe et qui s'est répandue avec une très grande rapidité, c'est-à-dire que dès que le Covid prend l'avion, il voyage aussi vite que l'avion, il se répand aussi vite que l'avion. Donc on voit par exemple, la pandémie de Covid s'est répandue plus vite que ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui a duré de 1917 à 1919, et qui donc est allé vite, mais beaucoup moins vite que n'est allée la pandémie. D'autre part, crise systémique, parce que c'est pas seulement une maladie, ça a entraîné des effets financiers au début, mais bon, des conséquences économiques, des effets sociaux. Donc on voit quelque chose qui se répand à toute vitesse, qui transforme complètement le mode de vie. Souvenons-nous du premier confinement. Et puis, les journaux vont voir les collapsologues, Pablo Servigne, Yves Cochet, qui disent oui, on vous l'avait bien dit, oui, mais on ne s'est pas effondré. C'est-à-dire les deux choses. D'une part, alors ce qu'ils appellent l'effondrement, c'est-à-dire ce que Raphaël vient de dire, tous les approvisionnements de base sont défaillants, l'État s'effondre et les populations diminuent très rapidement de moitié. Et après, s'il y a des petits groupes, ils peuvent se reconstituer. On n'a pas vu ça. C'est-à-dire non seulement l'État s'est pas effondré parce qu'il y a ce qu'on a appelé les premiers de corvée, qui ont fait effectivement le travail et qui ont d'une certaine façon obligé l'État à tenir. Et puis ce qu'on a vu aussi, et c'est peut-être encore plus important, c'est comment dans un phénomène global, mondial, il y a une grande diversité de situations. Même si ça a répandu très vite, ça ne s'est pas répandu de la même façon. Il y a eu des différences à l'intérieur même de l'Europe. Souvenez-vous, l'Allemagne était beaucoup mieux que les autres pays. Et puis maintenant, c'est un petit peu différent. Donc on a un phénomène effectivement systémique, qui prend la planète entière, mais qui se développe de façon qui n'amène pas du tout à un effondrement global et qui se développe de façon différente. D'où, nous, ce qu'on dit, n'ayons pas seulement les yeux fixés sur le global. Là, c'est vraiment le cauchemar. Regardons, et c'est une forme de rêve, mais pas celle qu'on souhaite, regardons effectivement à des niveaux plus locaux, et à ce moment-là, on peut peut-être continuer à habiter la Terre et un petit peu rêver. Merci beaucoup. Merci. Juste un tout pour petit le local, point. on va y revenir une dans phrase, une seconde. Non, mais oui. C'est une phrase, simplement pour dire qu'on a tous les moyens de montrer qu'un système complexe est imprédictible et pas qu'il doit nécessairement s'effondrer. Il peut s'effondrer, c'est possible, mais il est imprédictible, de fait. Son comportement ne peut pas être compris. Merci beaucoup. On va revenir sur l'articulation globale-locale dans une minute, mais je voudrais me tourner vers Michel Fouché et peut-être reprendre ce terme de diversité des scénarios, diversité des situations. Et Michel Fouché, dans votre dernier ouvrage, vous soulignez que le monde d'après 2020 ressemble beaucoup, en fait, finalement, au monde du 19e siècle, avec justement des sphères d'influence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors... Moi, je ne parle pas de la Terre, je ne suis pas géologue, je ne parle pas de la planète, je ne suis pas climatologue.
mon domaine, c'est le monde. Le monde, les relations internationales, le système monde. Mais en vous écoutant, je suis assez frappé, comme ça c'est une première remarque, pas théoriser encore ça, d'espèces de coïncidences dans le temps entre le succès des thèses de l'effondrement, un géographe américain, Jared Diamond, l'Université de Californie, qui a généralisé son étude de l'île de Pâques. Il est parti de l'île de Pâques. Donc, on est tous condamnés à l'île de Pâques. Et la mise en cause complète, pas l'effondrement, mais presque, de ce qu'on appelle l'ordre libéral international, mis en place par les Américains en 1945, et remis en cause aujourd'hui par deux phénomènes, la montée en puissance de la Chine, qui n'accepte plus cet ordre libéral international démocratique sous l'égide des États-Unis, et sous l'effet du retrait inéluctable des États-Unis dans le rôle de shérif du monde. C'est inéluctable. Biden a la même politique que ses deux prédécesseurs. Et donc, en effet, c'est un peu panique à bord chez les alliés, chez les protégés, au Japon, en Australie, panique absolue en Australie, hein, sur qu'est-ce qui se passe face à la Chine. Donc on se précipite dans le bras des États-Unis. Il y a vraiment une interrogation actuellement sur, alors on ne parle pas d'effondrement du système international, on parle de remise en cause du système international. Le système des Nations Unies qui l'organisait relativement bloqué. Il est relativement bloqué. Et donc, ce que l'on voit apparaître, c'est deux risques. La collapsologie en géopolitique, c'est quoi le scénario catastrophe? C'est une guerre sino-américaine. Tous les jours, je lis des papiers sur ce risque. Tous les jours. Taïwan. Tous les jours, je lis des papiers sur la montée en puissance de la Chine en matière nucléaire et son refus. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, là, Xi et Biden, pendant 3 heures? Biden a demandé à Xi un dialogue stratégique sur les armes nucléaires. Les Chinois veulent monter, ils veulent tripler leur capacité. Et les Chinois ont répondu, mais pourquoi voulez-vous qu'on discute avec vous? On en a beaucoup moins. On en parlera quand on aura le même niveau. Donc, on a, si vous voulez, vous voyez, il faut essayer de faire des parallèles, parce qu'en plus, tout ça, ça nous vient des États-Unis. Et donc, vous voyez, il y a des corrélations à faire, sans, bien entendu, les exagérer. Mais enfin, ce n'est pas la première fois dans l'histoire des grandes idées qui circulent qu'il y avait un lien entre les remises en cause et des situations géopolitiques particulières. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'en effet, dans certaines régions du monde, où il n'y a plus de shérifs américains, vous avez des sphères d'influence du type 19e siècle qui se reconstituent. Autour du Kremlin, c'est le Rossimir, le monde russe, d'où l'Ukraine. Autour de la Chine, c'est la prise de contrôle des périphéries, de la Mongolie, de l'Asie du Sud-Est, etc., etc. C'est les rhétoriques néo-ottomanes du président turc, que je ne cite pas parce qu'on cite ces gens tous les jours avec les algorithmes, mais on n'est pas obligé de parler d'Erdogan tous les matins, hein, et d'Orban tous les soirs, hein, et de Kaczynski le midi, à l'heure du repas. Vous voyez, il y a aussi quelque chose là en boucle qui nous embrouille. Mais ce que je constate, si vous voulez, c'est que dans l'exercice actuel en Europe de réflexion sur les conséquences de tout ça, moi, je crois que l'Europe s'est renforcée en raison de la pandémie. 55 usines, 1,5 milliard de vaccins produits, 600 millions distribués gratuitement dans l'ancien tiers-monde, etc. C'est que maintenant, il y a une réflexion stratégique qui s'appelle la boussole stratégique. Ça sera publié dans quelques jours. Et je vous lis 2 extraits de cette boussole stratégique. C'est un document qui date de la semaine dernière. La montée en puissance. Alors, le titre du paragraphe, c'est « L'Europe face aux nouveaux empires ». Je cite, excusez-moi de citer, mais je préfère être dans le texte que de le commenter, le paraphraser. La montée en puissance des régimes autoritaires constitue une des principales menaces pour l'avenir de l'Europe et nos valeurs démocratiques. Au-delà de leur spécificité, la diversité, la Russie, la Chine, la Turquie partagent plusieurs caractéristiques. Elles sont souverainistes vis-à-vis du monde extérieur et autoritaires à l'intérieur de leurs propres frontières. Elles veulent faire reconnaître leur zone d'influence
et sont déterminés à les protéger de tout regard extérieur. Autrement dit, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, circuler, il n'y a rien à voir. Ukraine, il n'y a rien à voir. Biélorussie, il n'y a rien à voir. Elles veulent enfin changer les règles du jeu mondial. Pour les démocrates, la souveraineté repose avant tout sur l'expression de la volonté du peuple. Le souverainisme, lui, met uniquement l'accent sur la souveraineté des États. Donc, je pense qu'il est tout à fait rassurant que les gens qui réfléchissent, et notamment l'admirable Josep Borrell, l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, aujourd'hui en charge de la politique extérieure commune de l'Union européenne, aujourd'hui on ose non plus rêver, mais on ose regarder en Europe la réalité en face, qui est bien celle qui se décrit. Comment pouvons-nous nous adapter à ces transformations du monde où, en effet, encore une fois, le principal inventeur d'un ordre international qui a relativement bien fonctionné pendant 70 ans se met en retrait. Là, il y a une sorte d'effondrement, d'une certaine façon. Merci beaucoup. Je vais revenir, on va quitter un peu la partie diversité des situations et discours d'effondrement, mais pas totalement. Je voudrais rebondir sur ce que vous aviez tout à l'heure évoqué, l'articulation entre l'échelle globale, qui est finalement le regard catastrophique, se situe toujours à un niveau global, et l'échelle locale. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et explorer ces liens entre le local et le global? Catherine Larère. Oui, alors les visions catastrophistes, qu'elles soient d'ailleurs méthodologiques ou ontologiques, enfin on prenne la catastrophe comme référence pour éviter la catastrophe, ou qu'on considère que l'effondrement est inévitable, sont globalisantes. Et je dirais, de façon générale, si on regarde le monde au niveau global, il y a de quoi avoir vraiment peur. Quand c'est pas des incendies, des inondations partout, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui continuent sans qu'on n'y fasse rien. Donc des chiffres, tous ces chiffres de courbes en crosse de hockey où on voit que tout s'amplifie, que tout va de plus en plus vite. Et puis récemment, on voit que partout dans le monde, le prix des denrées alimentaires augmente. Il y a au niveau global, il y a quoi? On parle d'éco-anxiété pour la situation écologique, mais on pourrait parler d'une cosmo-anxiété. Il y a de quoi avoir peur pour le monde. Et or, ces grands chiffres, effectivement, permettent de lancer l'alerte, mais ne permettent pas de connaître les situations. Et effectivement, dès qu'on change un peu d'échelle, alors je ne dis pas qu'on va aller au micro niveau de je sais pas moi, de la fleur qui pousse sur un coin de terre, mais à l'échelle des régions, des pays ou de grandes régions dans les pays, mais on a affaire à des phénomènes inquiétants. Ce qu'on appelle les méga-feux, comme il y en a eu en Australie à l'hiver 2019-2020, mais qui, à ce niveau-là, on peut voir ce qu'il en est, voir comment on s'en sort, voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on reprend je ne dis pas une maîtrise de la situation, mais un rapport à la situation qui permet d'en faire quelque chose. Et comme disait Raphaël tout à l'heure, on ne vit pas dans un monde qui se précipite vers l'effondrement, on vit dans un monde sérieusement abîmé et où il y a sérieusement des choses à faire. Et ce qu'on reconnaît aussi, c'est qu'à côté de l'espèce de sidération au niveau mondial qu'on a en entendant des chiffres et puis en ayant l'impression, après la COP26 par exemple à Glasgow, que rien ne s'est passé, qu'au contraire, à des niveaux plus locaux, il se passe des choses et
qu'on peut venir à bout d'une sécheresse, qu'on peut faire en sorte de reconstituer des berges, de rebâtir. Hein. Nous étions cet été, Raphaël et moi, dans la vallée de la Roya, au-dessus de Nice, hein, là où il y a eu la tempête Alex il y a maintenant un peu plus d'1 an. Il y a eu des dévastations, mais on voit aussi des gens qui prennent les choses en charge et qui restent et qui disent leur amour du pays. Donc quelque chose qui vit, pas la sidération devant un effondrement. Et donc cette idée que je reprendrai une distinction que fait Bruno Latour. Il y a la Terre dont nous vivons, et nous avons besoin d'une planète globale dans notre économie devenue excessive. Hein. Nous tirons des marchandises du monde entier. Et puis il y a la Terre où nous vivons, qui est relativement limitée. Alors elle n'a pas forcément des frontières marquées, mais elle est repérable. Et je crois que le travail à faire, c'est de passer de la Terre dont nous vivons, parce que pour continuer à vivre comme ça, il faudrait plusieurs terres, à la terre où nous vivons, celle que nous habitons et que nous devons découvrir. Oui, alors, pour renforcer ce que tu disais, il faut dire qu'au niveau global, hein, on n'a ni une prise cognitive, ni une prise politique sur l'état du monde. C'est-à-dire qu'au niveau global, par exemple, le GIEC va donner des tendances globales d'évolution de la température. De même que, mais il ne va pas dire très précisément quelles vont en être les conséquences dans telle région du monde et dans telle autre. Et donc, or c'est très important, c'est les conséquences que ça aura dans les différentes régions du monde. Qui vont déterminer au fond ce qui va être possible de faire. De même, le GIEC n'a pas les moyens de connaître les différentes capacités qu'ont les différents pays, soit de lutter contre l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, soit de s'adapter au changement climatique qui, de toute façon, aura lieu, hein, puisqu'il résulte des émissions que, tiens, c'est les pays riches qui l'ont fait. Hein. L'anthropocène, c'est un capitalocène, c'est pas vraiment un anthropocène. Hein. Donc, on va retrouver en fait ce système, et si bien qu'il y a il se crée maintenant des GIEC régionaux de façon d'essayer de réfléchir à la façon dont on pourra s'adapter aux transformations du climat telles qu'elles sont prévisibles. Alors c'est la même chose, si vous voulez, pour l'érosion de la biodiversité. L'IPBES a tous les moyens de lancer des alertes sur la disparition des effectifs des chauves-souris, des oiseaux, etc. Bon, c'est très bien, mais en fait, si je veux intervenir pour lutter contre l'érosion de la biodiversité ici, là, dans la région d'Auxerre, ce qui est important pour moi, c'est de savoir quelles sont exactement les espèces présentes à cet endroit et quelles sont leurs interactions. Parce que l'évolution de la biodiversité dépend des interactions entre les espèces et pas des espèces présentes. Et puis, quels sont les facteurs de fragilisation, hein? Ici, ça sera les néonicotinoïdes que répandent allègrement les paysans du coin. Ailleurs, ça sera le bétonnage. Ailleurs, ça sera... Bon, il faut donc savoir quels sont les éléments de fragilisation pour essayer de savoir ce que l'on pourrait faire. Et à ce moment-là, on réintervient. Effectivement, ça se traduira par des luttes politiques, par des conflits politiques auxquels on peut participer, mais on peut savoir à peu près quoi faire. Alors qu'au niveau global, déjà, on ne sait pas très bien quoi faire, on n'a pas de prise cognitive, mais on n'a surtout pas de prise politique. Comme vous l'avez dit tout de suite, il y a même plus de gendarmes du monde, et il n'y a plus absolument de possibilité. Enfin, il vaut peut-être mieux d'ailleurs.
Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de gouvernement du monde imposant à tous les États des résultats, seraient-ils, enfin des obligations, seraient-elles scientifiquement justifiées pour éviter le changement climatique. Voilà. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Michel Fouché pour, toujours dans cette pensée d'articuler le local et le global, donc avec un point de vue géographe. Vous avez écrit qu'un monde sans frontières est un monde barbare. Et donc je m'interroge ici sur la question, enfin c'est une question pardon, qu'on peut se poser, sur l'esprit, on parlait d'utopie hier, mais l'esprit sans frontiériste, l'importance des frontières, et justement pour peut-être penser les échelles, articuler le local et le global. Oui, le sans-frontiérisme a toute sa valeur d'humanisme et de solidarité. Donc ce n'est pas du tout ça ce que je remets en cause. Ce que la remise en cause, c'est un monde sans limite. Alors partons du local. À partir de la pandémie, phénomène global, mais la réponse, elle n'est pas globale. Par définition, ça ne veut rien dire. Elle est nationale, c'est du régalien. La santé des populations et le contrôle de la circulation, c'est du domaine régalien. Le 16 mars 2020, à 8h15 du matin, le pont de l'Europe, qui permet de relier en traversant le Rhin, Strasbourg et Kehl, est fermé par la police allemande. Pourquoi? Parce que l'Institut de Berlin, j'ai oublié le nom, Koch, estime qu'il y a une menace de diffusion de la pandémie à partir du Grand Est français, qui est beaucoup plus touché que le Bade-Wurtemberg, ce qui est la pure vérité. Ça a été fermé pendant 3 mois, rouvert le 15 juin suivant. On a établi quand même assez vite une concertation entre les 3 Länder frontaliers, la Sarre, la Bavière, le Bade-Wurtemberg, et qui, en France, le ministère français de l'Intérieur à Paris, pas les élus d'Alsace. Pour parvenir à un accord, de façon à permettre quand même aux travailleurs frontaliers, qui sont plusieurs dizaines de milliers, de continuer à pouvoir travailler. Ça a été vécu par une régression, par toutes ces populations qui vivent justement de la frontière, des opportunités d'emploi, des différences de niveau de vie, de salaire, etc. Et des gens qui avaient l'habitude d'aller jouer sur ce qu'on appelle le jardin des 2 rives. Et ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est que le Conseil général, le Conseil régional d'Alsace, mais les nombreuses instances de coopération. Il y a un eurodistrict, par exemple, qui s'appelle Strasbourg-Ortenau, avec un conseil municipal à part élu des Allemands et des Français. Toutes ces structures de coopération locale et régionale ont été complètement mises à l'écart dans la décision. Donc, vous voyez, pour ces populations qui savent très bien que la ligne du Rhin a été pendant très longtemps une ligne de front, est aujourd'hui une paisible frontière, il y a eu un choc. Donc, ce qu'on peut appeler, non pas les frontières, mais les régimes frontaliers. Les régimes frontaliers, j'entends par régime frontalier, c'est la manière dont on gère. Ça va, si vous regardez à l'échelle du monde, cette fois, ça va, un curseur dirait de 0 à 100, 0 fermeture, sauf exception, le pont de Kehl, sans passeport, sans changer d'argent, sans contrôle, sauf état d'urgence. Et puis, le curseur de l'autre côté, bah, c'est la frontière entre les 2 Corées, qui est une espèce de ligne de front bunkérisée, militarisée, etc. Et vous avez une très grande variation de situations intermédiaires. Alors, la pandémie est intéressante du point de vue de l'analyse géographique pour des tas de raisons, en particulier parce que ça a provoqué l'affaiblissement des phénomènes de circulation, qui était quand même la caractéristique de notre monde, notamment depuis une trentaine d'années, un phénomène de cloisonnement. Les pistes des aéroports sont devenues des parkings. Regardez les images de Google Earth, c'est tout à fait frappant. Les câbles Internet ont continué à fonctionner, mais 90% de la population mondiale l'année dernière vivait dans un pays fermé ou confiné. L'Inde s'est fermée, pas de visa. La Chine s'est complètement fermée. Il y a 2 millions d'expatriés qui sont d'ailleurs partis. Et on parlait tout à l'heure, madame, des migrants. Il y a 272 millions de migrants qui ont cherché à revenir dans leur pays d'origine. Air India a organisé une espèce de pont aérien qui s'appelle Vande Bharat. Vande Bharat, en hindi, ça veut dire pour tout Indien, pour ramener tous les travailleurs du Golfe vers l'Inde.
avec tous les impacts. Donc on est actuellement dans une situation de cloisonnement généralisé du monde, avec des ouvertures très progressives. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au fond, ce que ça va laisser comme trace. Et là, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure en termes géopolitiques, en termes économiques. On a découvert des vulnérabilités sur les chaînes d'approvisionnement, des dépendances sur des secteurs critiques, etc. Je pense que la globalisation telle qu'on l'avait entendue jusqu'à maintenant et vécue, elle est non pas terminée, mais elle va devenir, je crois, je ne sais pas quel terme employer, mais plus régionale, ce qui est un peu absurde dans l'expression, hein, une mondialisation régionalisée. Mais c'est un peu vers ça que l'on se tourne. Si on peut diminuer les coûts de transport, ben c'est une bonne chose en termes de transition énergétique. Simplement, mais c'est un autre sujet, on sous-estime complètement le coût financier, social et économique de la transition énergétique. Les syndicats allemands actuellement sont très inquiets du passage des grandes firmes automobiles allemandes du thermique à l'électrique. C'est 300 000 emplois en moins. 300 000 emplois en moins. Donc il faut faire preuve un peu de réalisme pour organiser cette transition énergétique. Vous voyez ? Mais c'est sûr que ce qui s'est passé depuis 2 ans, plus le consensus à Glasgow, va dans le sens. Sur Glasgow, je voudrais faire une petite remarque de diplomate malicieux pour vous montrer un peu comment ça se passe. Parce qu'on a parlé de capitalo-anthropocène, je mets évidemment la Chine. Capitalisme d'État, mais capitaliste tout de même. 25% des émissions de gaz à effet de serre depuis la Chine. Quelques minutes avant la fin de la négociation à Glasgow, on a fait ce qu'on appelle en diplomatie anglaise du wording. On a changé un mot qui a tout changé. Alors, en anglais, c'est plus facile de le faire qu'en français. C'était sur la question des centrales à charbon. Le texte agréé, jusqu'à quelques minutes avant la fin, c'était « to phase out ». En français, « éliminer ». Et à la demande des diplomates indiens et chinois, pour une fois d'accord, présents dans la salle, alors que tout le monde est fatigué, tout le monde va conclure, tout le monde veut rentrer chez lui. Entre parenthèses, il y avait 25 000 personnes à Glasgow. Je trouve que ça fait beaucoup pour un sommet sur la transition écologique. Je referme la parenthèse. Hein, et tout le monde n'est pas venu en bateau. Il y a eu des atterrissages d'avions privés. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est la même chose. On est passé de « to phase out » à « to phase down ». Vous voyez, ça, c'est des astuces de diplomates. 3 minutes avant la fin, tout le monde fatigué. Donc, vous voyez que par rapport à toute notre problématique de ce matin, il y a les constats, chère Géraldine, mais il y a aussi les réponses. Et les réponses, elles sont complexes. Hein, votre livre, Raphaël et Catherine le montrent parfaitement bien, la complexité. Or, nous vivons dans un monde où la communication instantanée nous fait penser que les experts n'ont pas de valeur parce qu'ils n'ont pas été élus, les scientifiques sont remis en cause, et toutes les réponses aux questions complexes ne peuvent être que simples. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Alors, on me signale en régie qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc, voilà, on va inviter les questions de la salle. Moi, je dirais juste que je retiens 3 choses vraiment de vos contributions très riches et qui rejoignent aussi d'autres contributions qu'on a pu entendre depuis hier. C'est l'adaptabilité de l'être humain quand même et la capacité transformative, quelle que soit la culture, quelle que soit la région du monde. Ensuite, et Michel Fouché vient de le rappeler, la diversité et la complexité, c'est-à-dire penser en termes de diversité et de complexité. Et enfin, et ça aurait été ma dernière question, mais c'est la salle qui va vous la poser, vous avez mis l'accent, tous les 3, me semble-t-il, sur l'importance de l'action politique, alors poétique, politique, locale, action collective, et comme manière d'envisager les avenirs, parce qu'il n'y a pas qu'un seul avenir, sinon tout est écrit. Donc un grand merci à nos 3 intervenants. Et maintenant, les questions sont invitées depuis la salle. Oui, à propos
à la croisée des propos des trois intervenants. La semaine prochaine, me semble-t-il, le Parlement européen va voter la prochaine PAC qui semblerait ressembler aux précédentes, donc politique agricole commune, où le productivisme agricole va primer sur le bio. Qu'en pensent les trois intervenants? Là, on est bien à la croisée d'un terrain, on va dire, écologique et politique. Mais sous la pression du lobby des différents lobbies et de la FNSEA, il semblerait qu'on soit encore dans une logique productiviste. Alors Michel Fouché va vous répondre et puis ensuite Raphaël Larère. Je vous rappelle l'origine de la politique agricole commune. C'est la France qui l'a imposée. Dans le traité de Rome, c'est un paragraphe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'assurait pas la sécurité alimentaire des populations. Moi, dans ma famille, évidemment j'ai des cheveux blancs, il y avait encore des tickets de rationnement jusqu'en 1951. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. On importait du beurre de Nouvelle-Zélande et du Danemark. Donc ça a servi à ça. Mais comme beaucoup de dispositifs, ensuite, ça se pérennise sans évoluer. Je rappelle quand même que pour la France, si vous voulez, on ne peut pas dire que la PAC, ça sert uniquement les lobbies. Même si les entreprises sont de plus en plus grandes, il y a plus de 400 000 paysans, etc. La PAC en France, pour la prochain budget 2021-2027, c'est 62 milliards d'euros. C'est 47% du revenu de tous les agriculteurs, c'est un chiffre FNSEA. C'est 60% du revenu des éleveurs et de toute l'agriculture de montagne. Si on supprime la PAC du jour au lendemain, on peut oublier l'agriculture de montagne. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc, si vous voulez, voyez, alors là aussi, organiser une transition, mais il faut partir du point de départ. Ce qui est critiquable, c'est le fait que ça n'ait pas suffisamment évolué. Mais je crois qu'il y a des négociations en cours. Vous voyez, évitons le radicalisme quand même dans ces domaines-là. Même le simplisme plutôt que le radicalisme. Oui, c'est ça, oui. Donc une réponse très brève de Raphaël Larère, et puis on a une autre question. Oui. Non, ça ne marche pas. Oui. Allô? Oui. Oui. Oui, je voulais justement rajouter, alors il est vrai que la PAC a été mise en place, et non seulement la PAC, mais l'agriculture productiviste a été mise en place parce que c'était une véritable enjeu politique au lendemain de la guerre, afin de pouvoir obtenir que les gens aient de quoi manger, produit sur le sol européen, et à des prix abordables, ce qui va leur permettre ensuite de pouvoir acheter des produits d'origine industrielle. Donc ça a été... et ça marchait très bien. Et on a fait croire aux agriculteurs qu'ils seraient les nourrisseurs du monde et qu'ils seraient modernes en faisant ça. Bon, ils l'ont fait. Ils y sont restés très attachés pour certains d'entre eux. Mais il se trouve que même dans les milieux agricoles, aujourd'hui, un mouvement très important remet en cause ce système, remet en cause les pratiques de l'agriculture productiviste, dans la mesure où elle met en danger à la fois l'environnement, avec les pesticides, les herbicides que l'on répand de plus en plus fortement, mais aussi elle met en danger la santé des agriculteurs et elle met en danger, d'une certaine façon, l'avenir économique des filières, si elles ne sont pas soutenues par l'État. Bon, il va falloir faire une transition là aussi. Le problème, c'est que face à cette transition, les syndicats agricoles sont, sauf essentiellement la FNSEA, sont totalement branchés contre et maintiendront l'agriculture productiviste jusqu'au bout, tant qu'ils le pourront. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de ministre de l'Agriculture en France prendre des positions. S'il y en avait une au début des années 80, qui était Édith Cresson,
Mais depuis, je n'ai pas vu de ministre de l'Agriculture prendre le contre-pied de ce que voulait la FNSEA. Merci beaucoup. Il y a une question ici. Alors, il y a en bas et en haut. D'abord en haut. Allô? Oui, ça marche. Bon, je vais perpétuer mon rôle d'ethnologue pour mettre aussi sur dans cette discussion la place de ce qu'on appelle aujourd'hui les autochtones, hein, qu'on n'appelle plus indigènes. Donc vous avez eu 2 exemples ce matin. Il y a ministre agriculture, j'avais envie de dire ministre de l'horticulture, vivrière. Il y a d'autres modes de culture des plantes. On a montré en ethnologie que déjà on ne s'inspirait pas suffisamment. Ça, c'est le problème de l'impact politique de l'anthropologie sur le politique. Donc, cette absence, à part Bruno Latour, quelques figures qui parviennent à tracer un chemin, à créer des émules. Ce que je voulais dire, c'est que on a montré d'une part que ces populations avaient une expérience très ancienne des bouleversements, des petits effondrements, des grands effondrements, et certes, dont l'Apocalypse, hein, avec la rencontre du christianisme et l'idée de l'Apocalypse. Et donc on appelait les modernes, les diplomates aussi modernes, à s'inspirer de ces expériences. Ça, c'est Villeros de Castro qui le proposait. Et malheureusement, on laisse guère de place. On a vu aussi, on a pu ethnographier des sociétés qui, sachant qu'il y avait une exploitation ou minière ou forestière à quelques kilomètres de leur territoire, procéder d'emblée à une transformation sociale de leur système pour pouvoir être à même d'accueillir ces transformations qui venaient de l'extérieur. Bon, ça c'est un point. Ce que je veux dire, c'est aussi cette capacité, par le rêve, chaque société a ses moyens de transformer son monde. Chaque société a aussi sa résilience et ses capacités. Oui, j'en viens. Parce qu'on me signale qu'il faut vraiment qu'on oui. Donc peut-être une. Ce que je voulais dire. Désolée pour les. Excusez-moi, je voulais juste contextualiser. C'est par rapport au savoir, dans la mesure où ces autochtones ont développé des savoirs et savoir-faire très contextualisés à leur environnement, au bouleversement de l'environnement. Et il s'avère qu'aujourd'hui, que ça prend des ampleurs considérables. On en vient, et qu'est-ce qu'on fait de cette hégémonie aussi de la technologie scientifique qui vient se substituer aux savoirs locaux. Ce sera la dernière question, hein. On peut poursuivre la conversation pendant la pause, donc je vous invite à répondre très rapidement. Oui, non, je vais répondre. C'était une intervention, c'était pas une question. Je vais répondre très rapidement que du côté de l'écologie, je pense que ce qui a marqué la réflexion écologique depuis, disons, les années 70-80, c'est qu'elle ne peut pas être séparée d'une réflexion anthropologique. Vous avez parlé de Bruno Latour, qui se revendique anthropologue. On peut parler des 2 intervenantes, Barbara et Florence, ce matin. On peut parler de Philippe Descola. Je pense que la réflexion écologique a été marquée par la réflexion anthropologique. Alors, je ne dis pas que ça débouche sur des politiques pratiques qu'on souhaite tous, et qui ne seraient pas qu'on se transforme tous en Indiens quechua ou je ne sais pas. Mais il y a eu un apport énorme des anthropologues sur la réflexion sur la diversité du monde, sur la complexité du monde. Merci beaucoup. Donc voilà, il faut qu'on s'arrête. Mais donc la question qui restait, pouvez-vous la poser? Et ensuite, à la pause café, les intervenants viendront vous répondre. Alors voilà. C'est pas directement une question, mais c'est plutôt une réflexion. Justement, comment, mais ça peut être une question posée à tout le monde, pouvons-nous continuer à rêver, à habiter la Terre, si nous continuons de fonctionner selon un système
où une partie la plus importante de l'argent, en fait, est financiarisée et spéculée et ne retombe pas sur tout ce qui pourrait nous permettre de mieux vivre. Pouvons-nous continuer effectivement à vivre sur le même train de vie, c'est-à-dire la même surexploitation de la terre merci et beaucoup. la même consommation de biens? Voilà. En un mot, et après tout le monde est libre. En un mot, il a promis. Il faut rêver éveillé. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Vous avez encore beaucoup de questions, mais ils sont disponibles pour vous répondre. Alors allez les retrouver au bar et rendez-vous dans 15 minutes pour le moment de Anne Muxel qui va nous parler de à quoi rêvent les jeunes aujourd'hui.